Je donne la parole à présent à Monsieur Julien Nossetti. Je rappelle que vous êtes conseiller aux affaires numériques, cyber et technologiques au CAPS du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Sa parole également pour 8-10 minutes. Très bien, merci beaucoup Monsieur le Président. Merci encore une fois de votre invitation à m'exprimer sur ces thématiques qui sont véritablement passionnantes, extrêmement riches. Et je me permets d'ailleurs une petite remarque liminaire sur, pour le coup, mon affiliation qui, avec le confort verbal dont on peut jouir au CAPS au sein du ministère, comporte une limite, c'est que mes propos n'engagent aucunement la parole officielle. Donc pour le coup, ce sont mes propres remarques, propres interprétations que je vous livre devant vous ce matin. Alors pour tout à fait. Non, mais absolument. Et je ne doute pas des questions ensuite. Tout à fait direct. Alors mon propos en fait va se concentrer sur une série de remarques à portée internationale, autrement dit, et encore une fois devant vous, la Commission des Affaires étrangères, en quoi ces thématiques vous intéressent, devraient vous intéresser encore davantage, même si je sais que de premiers travaux ont déjà été lancés sur la question des ingérences informationnelles à l'ère de l'IA. Alors Anne Bourreau a rappelé le contexte très particulier dans lequel on se situe actuellement, au-delà du sommet bien sûr, et je me permets juste une petite incise au-delà de l'affaire Stargate et DeepSeek, c'est que durant les derniers jours de l'administration Biden, en fait, il y a eu une actualité extrêmement riche là aussi au sujet de l'IA, avec un étoffement juridique assez inédit en la matière, avec de nouvelles mesures de contrôle à l'exportation de puces qui servent au développement de l'IA, avec des incitations, notamment fiscales, qui ont été faites pour promouvoir la construction de data centers sur le sol américain, qui d'ailleurs ont été reprises ensuite par Trump dans l'annonce de son projet, et aussi des mises en garde verbales. Vous avez peut-être en mémoire le discours de Joe Biden d'adieu à la nation, qui a évoqué verbatim la nécessité de mettre en garde des garde-fous contre le développement incontrôlé de l'IA et aussi en lien avec l'apparition je cite, d'un complexe techno-industriel qui là aussi serait aux mains du seul secteur privé sans garde-fou public. Les annonces de Trump et ensuite comment dirais-je, la diffusion globale de DeepSeek se sont situées dans cette droite lignée, et ce qui donne évidemment tout le sel de cette thématique. Alors, un premier point, ce serait peut-être de vous rappeler que cette thématique de l'IA à l'échelle internationale, c'est d'abord un enjeu de récit. Les mots comptent, les idées également sur la scène internationale. Et ici, depuis quelques années, l'IA est perçue pêle-mêle comme une sorte de processus, de route à définir. Et je reviendrai tout à l'heure sur l'idée de gouvernance mondiale de l'IA. C'est aussi une menace qu'il faudrait contenir, c'est une richesse à exploiter. Des progrès aussi à orienter. Bon, c'est aussi parfois les quatre à la fois, et donc tout ça est allègrement mélangé en fonction des contextes. Donc là, des visions extrêmement différentes s'opposent, des discours s'opposent sur l'appréciation des risques qui sont inhérents au développement de l'IA et qui font de tous ces débats en fait sur l'IA une vraie conversation mondiale. Donc ça c'est quelque chose de très notable parce que moi je suis très souvent tenté de faire le parallèle avec ce qui a eu cours sur l'internet il y a des années ou quelques décennies et en fait là il y a je dirais by design dès l'origine une vraie richesse, une vraie pluralité des vues, des perceptions sur ce qu'est et sur ce que doit être l'orientation de l'intelligence artificielle. Alors sans surprise, l'IA générative, elle fait l'objet d'une inflation de discours avec toute une série d'écoles philosophiques à propos desquelles je ne vais pas forcément revenir devant vous ce matin. On peut très schématiquement les classer en deux. Alors j'aime pas avoir une lecture binaire, mais si on veut chercher à mettre ces écoles de pensée dans deux cases, vous avez d'un côté les techno-optimistes qui vont parfois avoir une approche un peu solutionniste, autrement dit que la technologie est perçue comme étant la réponse ou une des réponses à toute une série de problématiques d'ordre divers, politiques, économiques, sociaux, écologiques, etc.
Et d'autres approches vont plutôt mettre l'accent sur les risques, et parfois les risques dits existentiels. Autrement dit, que l'humanité serait au bord du gouffre, au bord du précipice, et ce qui est notamment l'une des approches portées par ce qu'on appelle les AI doomers, hein, donc les alarmistes qui vont avoir parfois un écho médiatique assez important dans les débats. Et d'ailleurs, je relève que Elon Musk a régulièrement, depuis 2016-2017, été l'un des propagateurs assidus de ce genre de théories, non sans arrière-pensée commerciale, bien entendu. Alors, la concurrence entre tous ces discours, elle joue aussi beaucoup autour de l'opposition consacrée entre la régulation et l'innovation, vieille thématique s'il en est, et qui trouve une actualité sans cesse renouvelée au sujet de l'IA. Et à l'heure actuelle, vous n'avez uniquement que l'Union européenne qui cherche à déployer un récit qui est alternatif, et qui tend à démontrer que régulation et innovation ne sont pas antinomiques, mais sont complémentaires, et que la réglementation permet au contraire d'aller défendre, d'aller offrir un cadre juridique qui est clair et qui va permettre de défendre un modèle, des valeurs propres, et qui permettrait, dans l'idéal, d'aller développer sereinement ces technologies. Donc ça, c'est un récit qui est au fondement de toutes les négociations qui ont abouti en particulier au règlement sur l'IA, règlement européen sur l'IA, l'AI Act, mais qui trouve jusqu'à présent assez peu d'écho dans les pays dits du Sud, où il y a là aussi des jeux d'influence, hein, des enjeux très, très diplomatiques sur la façon dont l'Union européenne, sur ces enjeux de récits, de modèles à exporter, a encore des progrès à faire, tant s'en faut. Deuxième idée assez rapide, peut-être, hein, c'est que cet enjeu de l'IA, pris dans son acception internationale, est une extension du champ numérique, et puis de tous les travers qu'on a pu observer depuis déjà des années. Et là, très simplement, c'est l'idée que l'IA va aller amplifier toute une série de caractéristiques sur la domination d'oligopoles, sur le déplacement de cette économie de l'IA vers, du centre de gravité de l'IA vers l'Asie. Ce qu'on a bien entendu aussi observé en partie avec DeepSeek. Donc là, le marché récompense essentiellement les primo-entrants. Ce qui va présenter là une forte tendance à la concentration, liée aussi aux investissements tout à fait colossaux des grandes firmes du numérique. Alors je ne vais pas vous abreuver de chiffres qui n'auraient qu'un caractère abstrait, mais ici ce qui est important de retenir, c'est que les ressources stratégiques liées à l'IA, donc les données, les semi-conducteurs, la puissance de calcul, les talents, se trouve regroupé entre les mains de ces acteurs, ce qui là aussi doit faire partie de l'équation quand on pense cette thématique de l'IA à l'échelle sinon européenne, voilà, au moins internationale. Troisième point, c'est que l'IA est devenue l'épine dorsale de la compétition stratégique. Alors, très souvent, on a coutume de replacer cet enjeu dans le cadre très commode de la compétition sino-américaine. Alors, un des objectifs du sommet sera d'ailleurs d'éviter de tout replacer dans le cadre de cette compétition commerciale, technologique et géopolitique. Mais c'est une donnée qui reste incontournable dans la lecture qu'on peut avoir de ces enjeux. Une perception une perception d'une course aux armements qui est accentuée parfois par des propos tonitruants, mais aussi par le durcissement de cette rivalité entre Pékin et Washington. Et du côté américain, vous avez d'assez longue date déjà, hein, c'est pas un élément nouveau avec la nouvelle administration de Trump, bien sûr, hein, le récit, hein, de l'angoisse du rattrapage, voire du dépassement du leadership technologique américain qui se fait jour et se renforce aussi avec tous les niveaux d'engagement politique des États-Unis en la matière, avec des contrôles d'exportation menés par les administrations Trump 1, Biden et Trump 2. Donc il y a une lecture qui est centrée autour d'un jeu à somme nulle aujourd'hui, qui présente un caractère assez figé, mais qui doit encore une fois être pris en compte, notamment dans le cadre de l'exercice auquel Paris se livre la semaine prochaine, donc un sommet international.
Autre élément, et évidemment je vais rester assez concis là-dessus, c'est que l'IA aujourd'hui est devenue une réalité dans les conflits. Alors l'IA n'est pas une arme, hein, je précise, hein, c'est une technologie qui est duale, dont les applications possibles sont nombreuses, elles sont porteuses à la fois de risques et aussi d'opportunités, hein, pour les combattants, pour la gestion du stress, leur santé, etc. Il y a de nombreux travaux qui ont été conduits à ce niveau-là. Mais les évolutions qui ont été constatées sur les théâtres en Ukraine, au Proche-Orient, à Gaza, renouvellent tous ces questionnements dans leur dimension éthique, opérationnelle, ce qui a été aussi relevé par voie de presse tout récemment, notamment au sujet du Proche-Orient. Toute une série d'usages malveillants, irresponsables de l'IA qui sont aujourd'hui catégorisés, mis sur la table des négociations et qui s'entendent aussi dans leur dimension numérique et médiatique. Parce qu'aujourd'hui, l'IA est intégrée dans des manœuvres hostiles quand il s'agit d'aller distordre, d'aller manipuler l'information justement par des États hostiles. Je conclus Si vous le souhaitez, oui, vous D'accord, êtes bienvenue pour ça. Très bien. Un dernier point peut-être que je souhaiterais souligner, c'est le fait que finalement ces questions d'intelligence artificielle ont fait l'objet d'assez peu de débats dans leur dimension nord-sud. En fait, il y a un enjeu extrêmement puissant d'aller non seulement d'aller résoudre la fracture numérique dans quantité d'États, mais que l'économie mondiale de l'IA qui s'est développée favorise nettement les pays dits du Nord au détriment des écosystèmes du Sud, avec les travailleurs du clic qui alimentent d'énormes jeux de données qui seront ensuite moulinés par les acteurs dominants du secteur et qui génèrent là aussi des inégalités assez criantes. Et donc ça, c'est un enjeu non seulement social et économique dans ces pays, mais aussi diplomatique, parce qu'il s'agit de faire en sorte de ne pas créer davantage de problèmes, en fait, par le biais de ces technologies que de solutions en la matière. Donc c'est aussi un enjeu vraiment à part entière. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup.